bienvenue. Comme il se doit, bon anniversaire, Éric Péché ce mois-ci. Oh. Voilà. Le collège demande... pardon. Ah bon, et notre invité aussi. Voilà, voilà. Ben, je vous en prie, avec plaisir. Donc le collège demande d'insérer un point en urgence à notre ordre du jour, en ce sens que, comme vous le voyez à l'écran, on va peut-être laisser un petit peu comme ça, voilà. Donc, il y a un projet déjà depuis un petit peu plus d'1 an de réaménager la rue Castaigne en rue cyclable. Alors, ça a été un dossier relativement compliqué à mener par l'administration, en ce sens qu'il y a eu plusieurs demandes de consultation d'experts extérieurs, et donc le dossier est enfin prêt. Or, comme il est subsidié par la province du Brabant-Wallon et que le chantier doit être terminé au courant du mois de septembre et les factures rentrées pour le 31 octobre, ça veut dire, si on fonctionne en marche arrière, que nous votons maintenant le cahier des charges. Comme d'habitude, pour les points en urgence, on travaillera sur le fond si vous acceptez l'urgence en fin de conseil. On travaille maintenant sur le cahier des charges. On le lance dès que possible. Vers début juillet, mi-juillet maximum, le marché est notifié et les travaux pourraient commencer après le 15 août pour éviter évidemment la problématique de la rentrée scolaire, puisque la rue Castaigne, c'est le tronçon entre la rue des Écoles et la rue de Gaulle. Ça concerne vraiment tout l'arrière de l'école Saint-Léon. Donc évidemment, on va essayer d'éviter les travaux en pleine rentrée scolaire. Donc je ne sais pas si vous avez des questions déjà sur l'urgence. Sur l'urgence. Sur l'urgence. Tout va bien? On passe au vote. Oui. 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 Et oui, je vous remercie. Nous allons passer directement au point 5 de l'ordre du jour. Comme je vous avais envoyé un petit mail vendredi dernier à propos des ordres du jour de l'Assemblée Générale d'Intercommunal, on en avait parlé également au dernier conseil communal, d'essayer d'inviter les représentants de nos intercommunales. Eh bien, ce fut fait, puisque nous avons avec nous M. Baudouin Le Hardy-Beaulieu de l'INBOE. Donc, comme il a d'autres présentations à d'autres conseils communaux ce soir, on va le faire passer tout de suite. Il a quelques présentations d'INBOE à nous faire et puis vous pourrez lui poser vos questions. Monsieur Baudouin, c'est à vous. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Bourgmestre, Mesdames et Messieurs les échevins, Monsieur le Président du CPS, Mesdames et Messieurs les conseillers. D'abord, je suis très content de votre invitation. C'est toujours pour moi un grand plaisir de venir dialoguer avec nos actionnaires que vous êtes, que vous présentez, puisque, je vous rappelle, je vous présente ici votre intercommunal. Alors cette présentation elle est un peu, elle est nouvelle dans le sens où c'est la première fois en 2019, puisqu'on représente le compte 2018, que nous vous parlons d'une intercommunale unifiée, réunie, puisque INBOE, vous le savez, c'est le résultat de la fusion de l'ex-IBOE et de l'IECBOE. Et donc pour la première fois, nous présentons des comptes communs, qui évidemment change un peu la physionomie de notre bilan. Je vous rappelle quand même très rapidement les missions de l'intercommunal INBOE, donc le développement économique et territorial, vous le savez probablement, la gestion des déchets, la collecte, le tri, la valorisation des déchets de ménage, aussi l'information aux citoyens, la gestion des eaux usées, donc production et distribution tout d'abord des eaux usées, assainissement des eaux usées et aussi maintenant nous avons une action de plus en plus régulière en matière de lutte contre les inondations. Et alors, je l'ai cité aussi, la production et la distribution d'eau potable, bien entendu. Et enfin, on rajoute, mais bien que ce soit rattaché au département économique, le crématorium de Chantecourt, qui est quand même une activité à part entière. Nos valeurs, service, qualité, efficacité, esprit d'équipe, je ne veux pas vous ennuyer avec ça. Notre engagement, il est multiple. Tout d'abord, répondre le mieux possible aux préoccupations des habitants de la province,
institutions qui les représentent, la province du Brabant wallon et les communes, proposer un service performant et innovant en utilisant au mieux les technologies modernes et en comprimant, ou en tout cas en ayant toujours à l'esprit la meilleure efficience possible, donc le meilleur rapport qualité-prix pour le citoyen, et bien entendu l'environnement est au cœur de toutes nos activités, c'est chez nous un fil conducteur. Alors je vous ai parlé de ce bilan mouture 2018. Le gros changement évidemment lorsqu'on a le bilan sous les yeux, c'est d'abord un élément très significatif qui est le total bilantaire qui passe de 322 millions précédemment à 510 millions, donc l'intercommunal est devenu, et c'était bien la volonté lors de cette fusion, est devenu un instrument, pas financier, mais un instrument opérationnel avec des finances solides, et ces finances bien entendu sont mises au service de nos différentes activités. Donc 510 millions, c'est le bas de bilan, mais pour vous citer quelques chiffres plus significatifs, les fonds propres sont passés de 92 millions en 2017 à 172 millions en 2018, ce qui évidemment est assez un accroissement significatif pour nous. Alors le chiffre d'affaires aussi connaît un accroissement important, puisque la rubrique vente et prestations passe de 81 millions à 149 millions. Le coût des ventes et de prestations, lui, évolue aussi, malheureusement, de 74 millions à 137 millions. Donc le bénéfice d'exploitation passe de 6,8 millions à 11,4 millions. Les charges financières sont relativement stables, elles passent de 8 millions à 10,9 millions. Donc c'est un accroissement, somme toute, c'est significatif, c'est 25%, mais c'est relativement stable par rapport à nos chiffres totaux. Et surtout, je crois que ce qui est important de rappeler, c'est que notre bénéfice de l'exercice avant impôt est passé de 2 185 000 à 7 266 000. Nous payons des impôts, nous sommes assujettis à l'impôt des personnes morales. L'impôt des personnes morales, c'est un impôt un peu particulier pour un type particulier de société, entre autres les sociétés publiques comme nous sommes. Et il a sensiblement évolué dans le temps, enfin jusqu'à quelques années, on payait 50-60 000 euros. Maintenant, on paye quand même, cette année-ci, 628 000 euros sur nos résultats, essentiellement sur les plus-values réalisées lors de la vente des terrains et sur la location des immeubles. On a un gros portefeuille immobilier en location, et bien celui-ci sert de base taxable pour cet emprunt. Ça ne nous chagrine pas plus que ça. C'est normal que nous participions à l'effort commun en matière de fiscalité, et donc si nous étions évidemment à l'impôt des sociétés, nous payerions plus, mais nous avons de bonnes raisons de ne pas y être, et c'est suite à un ruling avec le ministère des Finances que nous avons l'autorisation de rester encore à l'impôt des personnes morales jusqu'en 2021. Et là, on refait la demande, et c'est par tranche de 5 ans. Voilà, donc je vous ai parlé du bénéfice avant impôt, et je vous parle donc du bénéfice de l'exercice à affecter. Celui-ci est de 7 132 494. Alors, c'est un bénéfice qui peut paraître un peu exorbitant. Il faut savoir que, suite à la fusion, les commissaires réviseurs, qui étaient auparavant les commissaires réviseurs de l'IBOE, sont aussi devenus fatalement les commissaires réviseurs de la totalité. Ils vont être renouvelés d'ailleurs cette année, suite à un marché public. Et ils ont des règles d'évaluation très strictes en matière, entre autres, de provision. Il y avait dans l'ex-IECBW une provision qui était dédicacée à la cotisation de responsabilisation. Je pense que c'est une notion qui est bien connue dans les communes, la cotisation de responsabilisation. Vous savez ce que c'est? En gros, c'est la différence entre les pensionnés statutaires et les actifs statutaires. Et il faut qu'il y ait une compensation pour que la charge des pensionnés statutaires ne soit pas plus élevée que ce que rapportent les actifs statutaires. Comme on n'a plus nommé dans nos intercommunales depuis assez longtemps, il nous reste encore, côté ex-IECBW, il y avait encore plus ou moins 35 statutaires, ils avaient commencé à créer une provision parce qu'ils savaient qu'en 2035, les montants allaient devenir très importants. Les réviseurs ont refusé de maintenir cette provision
en disant, et je comprends très bien la justification, la cotisation de responsabilisation, c'est une charge annuelle. Elle est connue dans le temps, évidemment, pour autant que la législation ne change pas. Enfin, on la connaît dans le temps, mais on connaît aussi dans le temps, plus ou moins, la charge ONSS du personnel. Et donc, on pourrait aussi alors en arriver à dire, si on provisionne toutes les charges certaines, on provisionne aussi l'ONSS, on se retrouve avec des sociétés qui n'ont plus aucun sens, parce qu'on aurait des centaines de millions en provision, et donc le bilan serait totalement déséquilibré. Donc on a repris cette provision, elle est dans le bénéfice, mais bien entendu, elle va être affectée à une réserve. Et une réserve, à peu près 3 millions. Donc cette réserve, bien entendu, rentrera dans les réserves globales, mais elle sera dédicacée pour le paiement futur de ces cotisations de responsabilisation. Donc on va maintenir l'objet de la provision dans les réserves. Somme toute, c'est un jeu d'écriture, ce n'est pas très compliqué. Donc en gros, cette année-ci, enfin plutôt l'exercice 2018, les activités économiques eau, assainissement et déchets et crématorium ont été à peu près à l'équilibre. On dégage à peu près 400 000 € de bénéfices sur les 4 activités, donc on est vraiment très proche de l'équilibre. Par contre, le secteur de l'eau potable, lui, a été plus rentable, puisque là, il y a un bénéfice plus important qui a été dégagé, et c'est ce qui amène ce chiffre qui semble peut-être très important, mais on a besoin de cet argent. Parce que le réseau d'eau potable est un réseau qu'il faut entretenir, parce que les normes de remplacement de conduite que nous nous sommes imposées sont importantes, donc chaque année, il y a, je n'ai plus le chiffre en tête exactement, enfin on remplace des sections très importantes de conduite. On doit arriver à bout de toutes les vieilles sections qui sont dans des matériaux qui ne sont plus conformes, etc. Il y a encore, malgré tout, un certain effort à faire à certains endroits, parce qu'il y a encore quelques conduites en plomb, plus beaucoup, il y en a encore quelques-unes qui restent. Donc cet argent est nécessaire, comme il est nécessaire d'ailleurs pour les autres activités de l'intercommunal. Vous savez que des projets, par exemple, de parcs d'activités, ça prend, maintenant on est dans une moyenne de 15 à 20 ans pour développer des nouveaux parcs. Pendant ce temps-là, on investit énormément en frais de recherche, en frais d'études, en études d'incidence, en frais d'avocat, puisqu'on a toujours des recours, etc., etc. Et donc, cet argent, nous en avons besoin. D'ailleurs, nous n'avons pas grand-chose en caisse. On a en trésorerie à peu près de quoi payer 2 mois de charges de personnel et de fonctionnement de l'entreprise. Pas beaucoup plus que ça. On n'est pas nous ne sommes pas une intercommunale qui thésaurise, nous sommes une intercommunale qui, chaque fois qu'elle a de l'argent, réinvestit, et je pense au bénéfice de tous. Donc voilà, c'est pour ça que je suis heureux et fier de vous présenter ces résultats et de représenter, moi, ici auprès de vous, votre intercommunale. Merci, monsieur Vernet. Des questions à poser? L'activité immobilière consiste en quoi exactement? Beaucoup d'actifs immobiliers. Oui, donc on a plus ou moins maintenant, on approche les 100 000 m² bâtis, de bâtiments que nous mettons en location, soit en location simple, donc ce sont des halls relais essentiellement, des bâtiments industriels. Il y a 2 ou 3 exceptions, par exemple on a acheté à Nivelles un grand bâtiment qui était, qu'on appelait avant le bâtiment Peugeot, puisque c'était appartenait à la firme Peugeot. On avait surtout fait cet achat pour le terrain de 11 hectares qui était derrière, mais on s'est retrouvé avec un bâtiment de 7 m². On a réaffecté tout l'avant du bâtiment qui était la partie bureau, on l'a complètement modernisé, on le loue au ministère des Finances. Ça c'est une exception, mais normalement c'est toujours occupé par des entreprises. Ça c'est pour la partie simple location. Et puis nous avons 4 centres d'entreprise où là on ne fait pas que on ne loue pas d'ailleurs. On délivre un service qui comprend des occupations de bureaux, mais aussi des occupations de salles, des services annexes, etc. Et ces centres d'entreprise sont, le plus ancien est à Tubize, il y en a 2 à Louvain-la-Neuve, et il y en a un ici, presque à la limite de votre commune, qui s'appelle le Mazerin, qui est rue du Cerf à Genneval. Donc ça, ce sont les 4 centres d'entreprise que nous avons actuellement. Ces 4 bâtiments, à eux seuls, sont de gros bâtiments, et surtout, le gros bâtiment que nous avons acheté en 2015, qui est le bâtiment Shell à Louvain-la-Neuve, celui qu'on voit depuis l'autoroute avec
des cheminées un peu particulières. Ça, au total, c'est 27 000 m². Là-dedans, pour le moment, nous avons 30 entreprises et 300 personnes qui travaillent dans des secteurs de pointe, puisque la moitié du bâtiment à peu près est affecté à des laboratoires. Donc c'est principalement le secteur privé qui est votre... Quasi essentiellement. À part le ministère des Finances, j'essaie de réfléchir s'il y a encore d'autres occupations publiques. Bon, je ne pense pas. Ah oui, on a une école. L'école IAD dans un bâtiment de Louvain-la-Neuve. Après de nombreuses négociations, on a accepté d'héberger cette école. C'est l'école de communication. Je la connais très bien parce que je l'ai fréquenté pendant quelques années. Ils sont maintenant en partie dans un bâtiment, celui qui est dans la zone, comment est-ce qu'on appelle cette zone encore Lausanne, c'est le nom de la Lausanne? Oui, voilà, exactement, c'est ça. Merci. D'autres questions, monsieur Hendrix? Une petite question. Vous annoncez que vous ne thésaurisez pas, ce n'est pas le but de l'intercommunal, mais acheter autant de biens immobiliers, c'est une forme de thésaurisation ou alors il y a un but là derrière? Oui, le but, écoutez, en termes de développement économique, nous avons une mission qui nous est confiée par la région, puisque nous sommes l'outil régional sur le Brabant wallon. Il y en a d'autres, il y a la SARCI pour les sites désaffectés, la réhabilitation des friches industrielles, mais l'outil principal en matière de développement économique, c'est l'intercommunal INBEOI. La mission que nous confie la région, c'est deux choses. Un, veiller à donner un cadre aux entreprises pour leur permettre de créer de l'emploi et de la valeur ajoutée. Donc, l'hébergement au sein de centres d'entreprise ou de bâtiments relais est très important pour une catégorie d'entreprises qui n'a pas encore les moyens d'investir dans son propre immobilier, ou qui, pour des raisons stratégiques, ne souhaitent pas le faire, parce qu'on a des entreprises même déjà d'une certaine taille, d'une certaine solidité, qui sont dans nos bâtiments, mais qui avaient d'autres préoccupations et d'autres priorités que de construire leur propre bâtiment. Je pense par exemple à la firme IBA, qui est bien connue, que nous avons hébergée pendant de nombreuses années, et puis à un moment donné, ils ont décidé de sauter le pas, et ils sont en train de finaliser maintenant leur bâtiment. Ils ont d'ailleurs déjà quitté le centre d'entreprise Einstein, dans lequel ils occupaient 2000 m². Donc voilà, c'est de la... Oui, c'est pas de la spéculation immobilière, pas du tout. Ces bâtiments, nous ne les achetons pas pour faire une plus-value, nous les achetons parce que souvent, ils sont sous-employés, sous-utilisés, parce que ces dernières années, on a plus acheté que construit. Et on a construit pendant de nombreuses années. On recommence maintenant à construire un tout petit peu. On a surtout acheté des bâtiments qui étaient sous-utilisés, qui menaçaient éventuellement de devenir des friches ou des chantres industriels, comme le bâtiment Peugeot dont je vous ai parlé, il était vide quand on l'a acheté. Le grand bâtiment Shell, on l'a acheté parce que le propriétaire précédent démantelait la fonction laboratoire pour plutôt les remplacer par des bureaux. Or, il y avait une grosse demande en termes d'utilisation de laboratoire, mais le bureau rapporte plus. Nous, on a tout à fait inversé la manœuvre, on a réhabilité tout ce qui était laboratoire, parce que notre but, c'est pas de faire de l'argent, notre but, c'est d'accueillir des sociétés performantes, et surtout sur le parc scientifique de Louvain-la-Neuve. Ailleurs, là, on donne des locations normales, mais on vend de temps en temps aussi un bâtiment. Lorsqu'une entreprise nous sollicite en disant, écoutez, voilà, moi je suis bien dans le bâtiment, mais j'ai envie de faire des frais dedans, est-ce que vous pouvez nous le vendre? On discute, on négocie, on trouve un accord, et généralement, on parvient à rencontrer la demande de l'entreprise. Mais ce n'est pas le cas le plus fréquent, mais on l'a eu quelquefois. Merci. Donc l'une des missions de l'intercommunal est de mettre à disposition des entreprises du Brabant des outils pour se développer. Donc un bâtiment dans lequel on concentre une activité, c'est un outil. Et les terrains, bien entendu, parce qu'on n'a pas parlé de la partie terrain, mais nous achetons quand même aussi des terrains que nous viabilisons, nous construisons des infrastructures. Avant de les viabiliser, évidemment, souvent, il faut changer le plan de secteur. C'est un gros boulot. C'est ça, je vous disais, quand on se donne des échéances de 15 ans, c'est essentiellement, surtout toute la partie changement de plan de secteur qui prend du temps. Et là, nous vendons des terrains. Sauf à Louvain-la-Neuve, où l'UCL est propriétaire de quasiment la totalité des terrains. Et là, nous prenons une amphithéose que nous cédons aux entreprises. C'est tous des mécanismes un peu particuliers. Mais avouons-le,
quand même. Le Brabant Wallon est un gros succès économique. J'ai encore regardé les chiffres que nous avons sortis récemment dans la petite plaquette, enfin que la Fondation pour l'entreprise a sorti dans la plaquette Brabant Wallon en chiffres. Donc, on voit la croissance du PIB du Brabant Wallon en 20 ans de temps, c'est extraordinaire, on fait plus que x2. J'ai la modestie de croire qu'on y a quand même participé, grâce à vous et à votre confiance. Merci. D'autres questions? Bien, merci. On va passer au vote. Merci. Merci, monsieur. Avec plaisir. On passe au vote sur le point 5, donc convocation à l'ordre du jour de l'Assemblée extraordinaire et ordinaire du 26 juin de l'IBOE. Oui. 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 Et Voilà. Voilà, parfait. Unanimité pour la une. Merci à tous. Et je vous souhaite une excellente soirée, bonne fin de conseil. Alors, pardon. J'ai un autre point, mais je ne sais pas si M. Delaz est là. Je pense que oui. Vous êtes là, voilà. Vous n'avez pas l'air de vous connaître. Enchanté, venez. Venez près de nous, venez près de nous. Je substitue à mon collègue. Bien sûr, bien sûr. Donc c'est le point 4, donc c'est le même point que l'IBOE, mais cette fois pour l'ISBOE, l'intercommunal social du Brabant Wallon. Monsieur Delaz, c'est le directeur général. Oui, tout à fait. Voilà. Bienvenue. Désolé de ne pas m'être présenté, c'est peut-être moi qui aurais dû faire cette démarche-là. À l'ordre du jour de l'Assemblée Générale qui va intervenir ici le 26 juin, je dirais qu'il y a une partie qui est assez classique, qui est la partie récurrente de tous les premiers semestres de chaque année, qui concerne l'approbation des comptes, bilan, rapport d'activité, des charges administratives et tout ça. Et une première partie qui est un peu plus exceptionnelle, puisque le premier point vise à la ratification d'une décision du Conseil d'administration du début de cette année. Peut-être le savez-vous, mais le Code de la démocratie locale prévoit que dès le moment où une personne qui est membre du conseil d'administration de l'intercommunal perd son mandat d'origine, notamment parce qu'elle n'est pas élue ou, comme ce fut le cas de la présidente Anne Troyer, ne s'est pas représentée, elle perd automatiquement ses mandats dérivés dans les intercommunales. Les SBOE s'est donc retrouvé sans présidente, et là le Code de la démocratie locale prévoit la possibilité que le conseil d'administration coopte des personnes, le temps qu'il faut pour que l'intercommunal puisse fonctionner, à charge de faire ratifier ces cooptations ou cette cooptation lors de la première assemblée générale qui suit. C'est donc ça l'objet du premier point, outre les points formels d'accueil des nouveaux membres, et le premier point qui concerne la ratification donc, de la désignation au conseil d'administration de M. Renaud, qui est président de l'intercommunal maintenant depuis le mois de février. Les autres points, oui, ce sont des points traditionnels, mais néanmoins, ils n'ont pas d'importance. D'abord, je ne peux que vous engager à prendre connaissance de votre rapport d'activité. C'est vraiment la fenêtre ouverte rédigés par les membres du personnel pour vous présenter ce dont ils sont fiers, ce qu'ils ont fait pendant l'année précédente, dans les 7 missions d'intercommunal, mais aussi les services internes, les transversaux, comptabilité, services du personnel, tout ça se représente un peu eux-mêmes. Je crois que l'ISBOE souffre d'un déficit de connaissance et de reconnaissance, parce que nous sommes quand même présents sur les 27 communes, pour certaines communes plus que d'autres, et notamment ici à la Huppe avec l'accueil extrascolaire, au Colibri et au Lutin, avec les plaines, ce genre de choses. Bon an, mal an, d'après nos calculs, l'intervention de l'ISBOE concerne plus de 30 000 Brabançons wallons chaque année. C'est quand même non négligeable. Dans les métiers de la petite enfance, de l'accueil 3-12 ans, de l'accompagnement de la personne handicapée, des formations continues pour le personnel, toutes les missions de l'ISBOE. Tout ça, c'est la vitrine du rapport d'activité. N'hésitez pas à le lire, n'hésitez pas à poser des questions si vous voulez, par mail aujourd'hui. L'autre aspect, qui est toujours plus compliqué dans le social, c'est le volet financier, budget, compte. Cette année-ci, ou du moins l'exercice 2018, se clôt sur un déficit de 94 000 €. 94 000 €, ça reste un déficit et ça doit toujours être évité. Néanmoins, 94 000 €, c'est un déficit relativement modéré, puisqu'il est inférieur à 1% du total des charges de l'ISBOE. Et si on prend en considération les 6 dernières années, on se rend compte que l'ISBOE est resté dans une fourchette de déficit inférieur à 1% ou de boni allant jusqu'à 3%. Si on additionne les boni et les malus de ces 6 dernières années, on arrive à un positif de 400 000 €. Ce qui est fort bien, parce que les plus anciens se rappelleront qu'au milieu du début de ce millénaire-ci, l'intercommunal a plutôt tendance à arriver jusqu'à des 12% de déficit, ce qui était totalement intenable, insupportable. De gros travaux en interne ont été faits, tant sur le plan des recettes que sur le plan des dépenses.
ce qui a permis ces 6 dernières années d'arriver à un relatif équilibre, dû aussi à un travail d'ingénierie en matière de subsides. Nous sommes parvenus à obtenir pas loin de 500 000 € de subsides exceptionnels de l'ONE. Ça a un avantage, c'est que cet argent, il est venu, il a permis d'assainir le bilan intercommunal. Le seul souci, c'est qu'il n'est pas récurrent. Donc ça implique de continuer ce travail d'ingénierie et d'avoir un risque de ne pas pouvoir le tenir sur le long terme. C'était ici dû à la disparition d'un fonds qui s'appelait le FESC. Néanmoins, si on regarde ces 6 dernières années en annulant l'effet de ces subsides exceptionnels, on maintient quand même cette stabilité, simplement on réduit, on abaisse le niveau de la courbe que l'on a pu tenir sur ces résultats de ces 6 dernières années. Pour les prévisions des années suivantes, étant donné qu'on ne peut pas prendre en considération l'espoir ou l'espérance de ces subsides extraordinaires, c'est clair que la tendance, elle va tout doucement descendre en dessous de zéro. C'est une perspective prudente. J'espère qu'on sera largement mieux que cette perspective. Et c'est vrai que depuis que nous sommes tenus de faire des prévisions à long terme, on n'est toujours pas revenu à être pratiquement à la moitié de ce qui était prévu comme déficit ou être supérieur à ce qui était prévu avec un boni. Donc j'espère qu'on va continuer la tendance. Et il est vrai que les budgets, nous les faisons avec énormément de prudence. Nous préférons présenter un bon compte, qui est le résultat réel, qui est ce qui se trouve en banque et acté dans les livres, plutôt que d'avoir des budgets très optimistes et puis des comptes qui rendent un peu malheureux ceux qui ont trouvé les budgets de manière optimiste. Une chose que je tiens chaque fois à rappeler et à faire constater, vous le trouvez en page 7 dans le rapport de gestion, c'est la répartition des recettes de l'intercommunal. Nous sommes une intercommunale avec un financement indispensable. Nous ne parvenons pas à nous financer sur nos propres activités comme peut le faire mon prédécesseur. Nous devons donc chercher en permanence des recettes, en partie chez les bénéficiaires, mais surtout auprès des pouvoirs publics. La province représente 24% des sources de financement intercommunal. Les communes, toutes associées et toutes raisons confondues, c'est-à-dire tant leur cotisation auprès de l'intercommunal que leur intervention, par exemple, pour l'accueil extrascolaire ou autre, représentent 8% de la totalité du financement intercommunal. Intercommunal, c'est en principe les communes qui sont le pouvoir prépondérant et qui le seront d'ailleurs au travers des organes de gestion à partir de ce mois de juin. Dans le financement, ils pèsent 8% et les pouvoirs locaux tous associés pèsent 32%. L'ISBE est donc une machine à aller chercher des subsides en dehors du Brabant wallon pour le Brabant wallon, et c'est en concurrence de 68%. Je crois qu'il est bon de le rappeler, j'entends de temps en temps que l'ISBE coûte cher, mais si ces services étaient rendus par les communes elles-mêmes, d'abord elles n'auraient pas accès à tous les subsides auxquels nous pouvons prétendre, mais en plus il y aurait une part résiduaire conséquente à prendre en charge par les communes. Alors évidemment, si les communes feraient le choix de faire le même type de projet que nous avec la même recherche de qualité, mais quand bien même un employé nécessaire pour parvenir à encadrer des enfants, c'est un employé et une charge de salaire qui va avec. Voilà, c'est en gros ce que moi je voulais vous dire en termes très très simples et pour balayer et les aspects opérationnels de l'intercommunal et ses aspects financiers et bilantaires qui sont présentés à l'Assemblée générale du 26 juin prochain et donc soumis à votre approbation ce soir. Je ne sais pas si vous avez des questions. Le message est clair pour le financement. Peut-être juste dire qu'on a une très bonne collaboration avec vous concernant l'extrascolaire principalement. Et donc voilà, on a la chance d'avoir des équipes qui sont composées par des personnes formées. Et donc c'est à la fois l'extrascolaire pendant l'année, mais c'est aussi pendant les vacances. Voilà. Suffisamment bonne collaboration pour que la lutte ait servi de projet pilote pour un système d'enregistrement de présence des enfants. Pour ceux qui ont les enfants, c'est les bandes qui sont en entrée de l'école des deux côtés ici, et qui va être étendu à partir de septembre, puisque ça a quand même fort bien fonctionné là, ici sur la U. On va l'étendre à l'ensemble de nos lieux à partir de septembre. D'autres questions? Quels sont les mesures envisagées pour essayer de pallier le déficit qui est prévu? Alors, il y a des grandes pistes ou des... c'est le directeur général que vous avez devant vous. Or, comme je l'ai dit, le financement est principalement en provenance des pouvoirs publics. Donc moi, clairement, je vais me tourner d'abord sur les pouvoirs publics, avec cet aspect ingénierie dont je vous ai parlé et qui a déjà permis de récupérer quand même 500 000 € sur la dernière journée. C'est
pas rien, qui a permis d'avoir un bilan qui est à moins 17 000 alors qu'on vient de plus d'1 million d'euros en son temps. L'autre partie, ce sera négocié évidemment avec la province, qui est l'actionnaire principal, 76% de l'intercommunal, et le pourvoyeur de fonds, le premier pourvoyeur de fonds en Brabant-Wallon. La plupart des autres pouvoirs subsidiants que sont la VIC ou l'ONE est obligé de rentrer dans un cadre réglementaire préexistant et la marge de négociation elle est égale à 0. Donc il va falloir que l'on travaille à la fois sur les recettes avec la province dans le cadre d'un nouveau contrat de gestion. On arrive au bout du contrat de gestion. À voir ce dont la province nous chargera comme mission et ce qu'elle sera prête à mettre dans le corbeille de mariage pour les 6 années suivantes. À nous de faire aussi une part de travail, à continuer à ne jamais dépenser un euro qui n'est pas de pertinence, il ne faut pas justifier, c'est de l'argent public, plus la chasse aux subsides, et que l'ensemble, uniquement par magie mais par travail, puisse donner quelque chose qui correspond à ces 6 dernières années. Mais je ne peux pas donner d'engagement pour ceux qui pourraient le faire. Merci. Plus d'intervention? Bien, alors on va passer au vote sur le point Assemblée Générale Extraordinaire du 25 juin. Oui. 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 Et oui. Merci, monsieur. C'est moi qui vous remercie. Merci Bonne beaucoup. soirée. Bonne soirée. Au revoir. Alors, d'habitude on va en avançant, cette fois on va en reculant. Secrétariat de nouveau, c'est l'Assemblée Générale ordinaire d'Igno cette fois-ci. Comme vous avez pu le voir dans le mail que je vous ai envoyé la semaine dernière, c'est une petite entité, donc ils n'ont pas pu nous envoyer un délégué, mais par contre ils nous ont envoyé de quoi aller consulter leur documentation sur un site sécurisé. Donc je ne sais pas si vous avez des questions à ce niveau-là, par rapport au service rendu par Igno à la commune. Tout va bien, alors on passe au vote. Oui. 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 Non. Oui. 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 On passe au point 2, toujours à reculons. Cette fois-ci, c'est la délégation pour les marchés publics au collège et au directeur général. Si tu veux, Hélène, je fais. Donc en fait, ce point est déjà passé dans le conseil communal au début de cette année, si je ne m'abuse, ou bien fin de l'année passée. En fait, ça se fait toujours en début de mandature. Alors pourquoi on revient devant vous? Tout simplement parce que le code de la démocratie locale a changé au niveau des montants. Et donc on est obligé de repasser dans les conseils communaux. Donc pour rappel, il s'agit de petits investissements faits par le collège ou par l'administration. Il suffit qu'il y ait un écran d'ordinateur à remplacer ou quelque chose comme ça. Si on ne fait pas cette délégation, on est obligé de systématiquement repasser devant le conseil communal, ce qui est évidemment très lent, très long, et l'administration serait bloquée. Donc la seule différence en fait concerne l'administration, le directeur général en particulier, puisque les anciens montants c'était 2 000 € pour le budget ordinaire, donc il a délégation pour 2 000 €, le nouveau montant c'est 3 000 €. Et sur le budget extraordinaire, l'ancien montant c'était 0 €, donc il ne pouvait pas dépenser sur l'extraordinaire, et aujourd'hui ça va passer à 1 500 €. Pour le collège, ça reste les mêmes chiffres, c'est-à-dire illimité pour l'ordinaire et 15 000 € pour l'extraordinaire. Pas de questions? On passe au vote. Oui. 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 Alors, on reprend l'ordre normal de l'ordre du jour, service extérieur, donc le point 6, plan de cohésion sociale 2020-2025. Monsieur Caddy. Oui. J'ai ici. J'ai tout fait pour aller... Oui, oui. Écoute, tu mélanges. Voilà. Mais le plan de cohésion sociale, c'est ce que vous met chaque année, je rectifie, c'est pas la bonne femme, c'était... C'est la continuité du plan de cohésion sociale des années précédentes. Donc, pour rappel, le plan de cohésion sociale a pour finalité donc, de permettre de coordonner et développer un ensemble d'initiatives au sein des communes pour que chaque personne puisse vivre dignement en Wallonie. Le plan de cohésion
cohésion sociale se décline sur 4 axes, l'insertion socio-professionnelle, l'accès à un logement décent, l'accès à la santé et le retissage de liens sociaux. Donc on a, je ne vais pas le montrer là, mais il est là, vous voyez qu'on a un petit diagramme dans lequel on avait 2 points sur lesquels il fallait un peu plus travailler, c'était sur le logement et sur mobilité et travail. Donc on a commencé par un projet qui est le suivi individuel des ménages en difficulté dans leur logement. Et là, c'est un service qui va compléter le service de logement que le CPS offre. Et donc, ça permettra d'avoir 2 matinées par semaine de permanence supplémentaire pour permettre aux gens, enfin, on l'a eu quoi, de résoudre leurs problèmes de logement, peu importe le type de problème de logement que cela représente. Et c'est vrai que sur la commune, on a, au niveau du CPS, on voit qu'effectivement c'est un service qui est fort demandé, parce que trouver du logement à prix modéré sur la hutte ou social sur la hutte, c'est quand même très compliqué. Alors le deuxième, la deuxième thématique, c'est atelier collectif en économie d'énergie pour public précarisé. Là, c'est une association complète avec le CPS, puisque c'est à la disposition des personnes précarisées dépendantes du CPS. Il y aura 5 ateliers. Comment économiser l'énergie au quotidien sans pour autant diminuer son confort, comment consommer malin, comprendre ses factures de gaz et d'électricité, la gestion du chauffage et des appareils électriques et l'humidité et la ventilation. Alors, vous connaissez bien les potagers collectifs. Donc là, on continue les potagers collectifs. Donc on a vu que le potager collectif pour le moment, qui ont un taux de participation tout assez chouette. Et je pense, après-demain, le tour des potagers collectifs pour renouer le contact avec les personnes, voir un petit peu les difficultés, etc. Et on fait ça de mercredi en bord de soirée. Voilà. J'ai prévu une bouteille de vin, pour le temps on peut boire un petit verre sur le match. Voilà. Alors, dans les 8, on a le potager du Quick, le potager du Champ des Mottes, le potager du Bois des Names, le potager Gaston-Barry, le potager du Rouge-Floine, le potager école horticole, qui a travaillé avec Notre-Dame et les Colibris, le potager Croix de Bourgogne, et le potager La Trottinette, que je trouve ici derrière la commune. Donc, il y a un taux d'occupation assez intéressant, mais je pense qu'on va pouvoir encore continuer à le dynamiser. Alors, j'aimerais bien en mettre un, par exemple, au niveau du CPS, donc, et d'essayer de mettre à disposition là un potager pour que les personnes qui viennent voir l'assistance sociale du CPS puissent éventuellement prendre des aides, etc. à disposition là-bas. Alors, il y a également des conférences. Donc on vient d'avoir la conférence sur le pirate du buis, donc vous savez que c'est des points. Et alors il y a à peu près un mois et demi, on a eu une conférence sur les potirons et les courgettes, c'est-à-dire les cucurbitacées. Ça ne pas bien du tout. Voilà. Alors, autre atelier, c'est les rencontres culinaires, vous avez déjà entendu parler. On était présent, la dernière activité était présente au niveau de l'école des lutins où on offrait aux enfants des crêpes. Et le précédent, c'était des pizzas. Donc là également, on essaye on réussit à allier les personnes dépendantes du CPS et d'autres personnes de la HUL pour essayer de créer du lien social intergénérationnel et interculturel, puisque la pizza, c'est comme un type de pizza, c'est plus belge, ça reste quand même italien. Et puis alors il y a également la participation au conseil consultatif des aînés, donc la personne qui est engagée dans le cadre du plan de cohésion sociale assume le secrétariat du conseil consultatif des aînés. Alors au niveau d'autres activités, il reste encore 2 activités mais qui n'ont pas pu être reprises dans le plan, étant donné que ça commence à voler été proposé, c'est le repère café. Et alors l'animation par l'AMO au niveau des Névlaines pour essayer de retisser un lien dans le quartier social des Névlaines. Donc budgétairement parlant, ça se trouve là, voilà.
On reçoit un budget de 16 235,20 €. La commune supplée avec 11 319,43 €. Et ça permet surtout de payer l'assistance sociale mi-temps, donc pour un budget de 24 000. Et alors on a 3 000 € de frais de fonctionnement, donc c'est pas les frais de fonctionnement qui mais c'est plus l'animation de cette assistance sociale. Voilà. Pas de questions? Oui. Donc en fait, ce qu'on trouve un peu dommage, c'est que sur les formulaires, chaque fois il y avait la question est-ce que l'action découle d'une participation citoyenne? Et à chaque fois il a été répondu non. Et donc on trouve que ça aurait été intéressant que plutôt la réalisation de ces fiches soit faite avec les citoyens. Donc on ait rassemblé les citoyens, de voir un peu ce qui les intéressait. Parce que c'est vrai que certaines des actions, par exemple le potager collectif, etc., si ça avait été venu peut-être des citoyens, ça aurait pris mieux que c'est actuellement, parce qu'il y a quand même pas mal de potagers qui sont un peu à l'abandon. Les boîtes à livres, je pense que ça a été remis en état dernièrement, parce qu'il y avait pas mal de personnes qui se plaignaient que c'était un peu aussi abandonné. Donc ce serait intéressant de motiver vraiment plutôt la population et de se décider ensemble de quelle fiche ou quelle action ils souhaiteraient mettre en place. Également, ce qui est un peu, des personnes qui assistent au potager, qui ont des potagers collectifs, disent que le problème c'est d'arriver à rassembler les propriétaires de potagers pour pouvoir échanger, que souvent le problème c'est que chacun va arroser à des heures différentes et donc il n'y a pas toujours l'occasion de trouver des animations qui permettraient d'avoir plus de contacts, puisque c'est un des buts de ce plan. Et également, on avait quelques idées qui pourraient rentrer comme fiche action. Peut-être, ici c'est plus peut-être possible de changer, mais ce serait de relancer les fêtes de quartier qui également créent des liens sociaux et tout ce qui est peut-être une gratuiteria. Voilà, c'est une remarque, mais c'est une félicitation pour ces fiches. Mais je vais faire le tour des potagers, je verrai un petit peu l'état en essayant justement de retrouver. Mais je pense que c'est quelque chose que je reprends, mais à chaque réunion. Le but c'est qu'on peut améliorer, hein, donc je veux bien. Enfin voilà, je pense que Jean-Marie peut entendre les choses aussi. Simplement, en fait, il y a des évaluations régulières. Donc en fait, chaque année, on va sur le terrain et donc on rencontre l'ensemble des personnes qui ont des potagers. Et donc c'est avec elles chaque fois qu'on fait le programme de l'année d'après. Donc il y a des gens qui ont demandé qu'on fasse des aménagements, par exemple. Je vais prendre celui qui fonctionne très bien, c'est celui au champ des Mottes. Et donc il y a un potager pour les personnes qui ont un handicap, parce que c'est tout près de l'Argentine. Voilà. Donc c'est une demande que les gens ont mené. Je pense franchement que c'est quand même vraiment l'action des citoyens. Je pense justement que c'est ça qu'on essaie de faire, c'est que citoyens qui prennent en charge. Par exemple, de Chouâtre, ils ont leur apéro, Jean-Marie, tu seras bienvenu, mais on n'a pas besoin de nous pour faire l'apéro, donc c'est très régulier. Le seul finalement qui a été de manière un peu inattendue, un peu, je dirais, arrivé au débat, c'est celui à l'école. Parce que là, en fait, et sans doute que, je dirais, ça vient de rues qui ne sont pas nécessairement encore réformer un quartier, donc là, il y a encore un travail. Ici, c'est plus dans faire les fiches, donc, parce qu'on a des réunions ici aussi, on a fait différentes formules, il y a les conférences, donc ça, je crois l'occasion d'évaluer aussi. Je crois qu'à un moment, il faut aussi que la commune elle fasse un peu la part administrative, parce que c'est subsidié. C'était plus au niveau des idées, comme il y avait justement cette question-là, dans chacune des fiches, c'est vrai que c'était un peu... Peut-être qu'elle a sous-estimé la question, l'assistante sociale qui a répondu, parce que franchement, elle est très proche des gens, mais bon, voilà, on lui dira, c'est important de mettre en évidence, en fait, peut-être le travail qu'elle fait en concertation, ça c'est peut-être une idée pour le futur. Voilà. Oui, c'est des réunions de quartier, mais ça se dit à chaque réunion, puisque l'autre législature c'était Josiane qui l'a géré, moi je commence, à chaque réunion de quartier,
il y avait sur le potager collectif, sur des projets, etc., où on demandait la participation citoyenne. Oui. Mais voilà. Et ça passe parfois dans la lutte par la loupe aussi. Mais Non, voilà. c'est un travail, enfin, je dirais là où ça fonctionne bien, mais là où le bouche-oreille fonctionne, mais là c'est vrai qu'il faut vraiment qu'il y a des choses qu'il faut les soutenir, et sans doute aller rechercher les gens, quelque part n'osent pas, voilà, adhérer. Je pense que c'est ça le travail de cohésion sociale, c'est qu'on va chercher les personnes qui peut-être sont vraiment les plus isolées, donc c'est un travail continu, pour moi un travail continu. Et pour les tickets suspendus, les produits sont suspendus, pardon, c'est peut-être de réactiver un peu la communication, parce que j'ai l'impression que ça fait quelques... Surtout qu'il y avait des magasins qui au début les affichaient Mais maintenant, ils travaillent avec le CPS, oui. c'est-à-dire qu'on les reçoit au CPS, ce qui permet, et ça a l'air de mieux marcher, le fait que les personnes les reçoivent de l'assistance sociale, et ils ne sont pas obligés d'aller devant tout le monde chercher. Ça, je trouve que c'est une très bonne idée. Mais c'est vrai qu'on, comme on les voit plus, il y a peut-être plus le un peu rapide, et voir comment vous communiquez tout ça. Bien, merci. Ça va? Une autre question, oui? Nous, on trouve que c'est très bien. On a juste de petits détails, peut-être des petites précisions qui peuvent peut-être plus figurées, mais qu'on voulait quand même vous en faire part. C'est notamment par rapport au taxi citoyen. On aurait pu l'avoir comme partenaire pour plusieurs projets, pour plusieurs fiches. On pense notamment en ce qui concerne l'énergie, au point mixité sociale et culturelle, ou au Repair Café, ou même au conseil consultatif des données. Est-ce que le taxi citoyen aurait pu s'inscrire là-dedans, où il y a une raison vraiment pratique? Il y a des règles très strictes pour pouvoir... C'est pour ça que par exemple le Repair Café, on ne peut plus le mettre, parce que le Repair Café maintenant fonctionne de façon autonome, et à ce moment-là, ça ne peut plus rentrer dans la fiche qui rentre pour le souci. Donc on peut continuer à le faire, mais c'est plus subsidié en tant que tel. Oui, en tant que tel. Mais... Donc le taxi citoyen, comme il est autonome et qu'il fonctionne, on ne peut pas le mettre comme étant un service géré ou en collaboration avec le plan de cohésion sociale. Donc on pourrait le mettre à la suite, hein, mais c'est pas le taxi citoyen étant géré par le CPS et pas par le plan de cohésion sociale, ça ne rentre pas là-dedans. Et ça ne pourrait pas rentrer dans les fiches. Parce que l'assistante sociale, pour faire ce plan-là, doit aller voir d'abord la personne de la région wallonne pour expliquer ce qu'elle va faire. Je vous ai montré un diagramme où on dit eh ben, ça c'est marrant, il faut plutôt faire ça plutôt que ça, et on a des directives relativement précises. C'est assez. J'ai trouvé que c'était assez. Enfin, on n'en a jamais parlé, mais j'ai trouvé ça assez contraignant. Et donc, de la même manière, on ne peut pas lier deux fiches ensemble, par exemple les potagers collectifs avec l'activité cuisine, ça n'aurait pas pu avoir un lien ensemble. Rien n'empêche de le mettre. Ouais. Mais dans les fiches ici, on vous présente le projet pour 2024-2025. Donc on est parti pour 5 ans et on peut chaque année se dire, ben, dans le fond, on va lier les deux. C'est un peu comme quand on fait avec le CPS, on va s'adresser plutôt dans la première fois du public précarisé du CPS. Après, on peut trouver d'autres personnes. Et alors pour les potagers collectifs, le contact à la commune, c'est qui exactement? Parce qu'il fait mention de conseillère, de coopération, il y a un moment donné du service cadre de vie. Oui, mais ça c'est toutes les collaborations, mais normalement si vous voulez vous adresser, il faut s'adresser à Christelle Francotte. Christelle Francotte. Oui. Qui est la personne qui est engagée pour le chef de projet du plan de cohésion sociale. Et un dernier petit détail, c'est à propos du conseil consultatif. Dans la fiche, il a indiqué pas seulement les aînés, donc il est marqué également les enfants. Excusez-moi, je reprends la fiche. Les enfants et les handicapés, mais en fait, dans la fiche, il est clairement en mention que des aînés. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose qui doit être rectifié, ou bien c'est voulu, ou bien c'est parce que c'est une formule. Oui, peut-être juste pour signaler que la volonté du collège, c'est d'activer un conseil consultatif de la jeunesse, enfant, on verra exactement comment on le définit, et donc on l'intègre au plan de cohésion sociale pour justement pouvoir
via l'intergénération, puisque Christelle s'occupe déjà du conseil consultatif des aînés. Donc on n'a pas encore défini clairement quoi, comment, où, mais voilà, l'idée c'est en tout cas de l'insérer d'une manière ou d'une autre pour pouvoir après y avoir accès. Donc cette fiche va évoluer en fait. Et donc il y a quand même un contact très proche entre l'AMO et le plan de cohésion sociale. Ok. Et on passe au vote. Oui. 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 Alors on examine maintenant le règlement général de prêt de matériel. C'est Madame Philippot. Oui, tout à fait. Donc, c'est pour le prêt de matériel. Donc, l'administration prête régulièrement du matériel à différentes institutions, services, associations, etc. Et le règlement était un petit peu vieillot et comportait un certain nombre de choses qui n'étaient pas très claires. Et donc, il a juste été un peu remis à neuf, donc principalement pour les délais. Quand est-ce qu'il faut réserver le matériel, comment est-ce qu'il faut le faire, donc il faut vraiment bien prévenir même Allegretti à l'administration. Et aussi pour le moment il faut rendre le matériel et les modalités. Donc voilà, donc des petits changements pour permettre surtout en fait à Madame Allegretti de pouvoir faire ça le plus facilement possible. Oui. Oui. En fait, donc dans le premier paragraphe, il y a d'abord une petite faute, c'est qu'elle reconnaît virgule. Et alors, on voulait savoir, parce qu'on ne comprenait pas, dans le troisième paragraphe, il est écrit « Seules les associations suivantes », ce serait peut-être « Seuls les preneurs », ou parce qu'on cite les établissements scolaires, parascolaires, donc c'est pas des associations, je pense. Et alors, comme on dit, donc les écoles et les associations, là, une fois ce qu'elles reconnaissent, qu'il y a un registre d'associations reconnues, parce qu'en dessous, on parle d'associations sportives et culturelles. Et donc, est-ce que culturel, c'est quoi la définition de culturel? C'est toutes les associations de la une fois C'est par exemple l'espace par exemple, il y a une association culturelle. Et donc, par exemple, les associations artistiques, etc. Mais c'est culture au sens large. Oui. Okay. Les socio-culturels, c'est plus... Et enviro-socio-culturel, c'est Pardon. envie socio-culturelle. Alors, on ne comprend pas trop l'article 2. Je crois qu'il manque un mot. Dans tous les cas, la priorité sera donnée auprès de matériel communal, et ce, en fonction des disponibilités. Je pense que la priorité sera donnée à la commune. Oui, à la commune. Oui. En fait, le document s'ouvre seulement. Et alors, le dernier point, c'était sur le formulaire. C'était pour savoir si on pouvait rajouter les... Parce qu'on ne cite pas les gobelets sur le formulaire, donc je ne sais pas si c'est nécessaire, le prêt de matériel, s'il faut signer aussi un document pour les gobelets. Comme le chien de Pavlov. On parlait de gobelets et le président veut qu'on remplisse le Je ne sais pas si peut-être que vous sommes à la maladie. Oui, ça c'est le... Les gobelets sont gérés par un pompier, et il y a un document effectivement à Ah, signer. qui est spécifique Voilà, pour qui est les gobelets. spécifique Ok. au lavage des gobelets. D'accord, ok, oui. Donc, c'est celui-là. Ok, voilà. Merci. Il y avait monsieur. Moyennant modification de l'article 1 dans les associations, est-ce qu'on ne pourrait pas ajouter également les partis politiques représentés au conseil communal? Prêt de matériel. J'ai pas entendu. Moyennant modification de l'article 1, ajouter aux associations, ne pourrait-on pas ajouter les partis politiques représentés au conseil communal? toujours refusé. Ça se fait dans d'autres communes. On va le faire au niveau des salles, on a précisé. Alors, prêter du matériel. Là, ça devient. Le citoyen, il ne va peut-être pas être très d'accord qu'on prête du matériel pour les activités politiques en tant que telles. Il faut que ça reste d'intérêt collectif, ça, je pense. C'est une marque de pluralisme, une marque de. Voilà, et puis ça permet
Le problème, c'est qu'on n'est pas une agence de location, on est vraiment un dossier. Déjà, C'est à donc, chaque fois honnêtement, 9 ouvriers. vous savez, comme ça représente, il faut le vendre. Oui, ça, c'est certain. Hein, il faut installer des lieux, après, enfin, le matériel ne revient pas. Enfin, c'est sans fin. Et donc, on le fait pour les petites associations qui peuvent nous en donner plus. Mais je crois que là, les groupes politiques doivent s'assurer de faire quelque chose. En tout cas, au niveau du matériel, on va ouvrir davantage les salles communales. Préciser ça. Matériel, je ne sais pas. Sinon, d'autres questions? J'ai encore un petit truc. C'était donc dans le troisième paragraphe, un des preneurs, c'est le personnel communal du CPS, pour autant que le matériel employé ne soit à des fins strictement privées. En fait, je ne sais pas, à mon avis, c'est pas ça qu'on veut formuler, mais ça fait un peu. Ah, voilà, Pas longtemps, je sais pas. Alors maintenant, c'est pas à des fins privées. Oui, mais je pense comprendre le contexte. Voilà. Ça, on va noter. Dans l'usage privé. Muriel, tu as dit? Président CPS. Est-ce qu'il a encore fait celui-là? Ok. Plus d'intervention? On passe au vote. Oui. 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 Alors, pour le point 8, je vous propose de le fusionner avec l'interpellation citoyenne. Il y a une tradition que l'interpellation citoyenne a lieu à l'issue du Conseil, mais étant donné qu'on va parler du point justement souhaité par la personne, cette personne est-elle dans la salle? Monsieur Fin? Oui, ok. Donc ce qu'on va faire, c'est d'abord présenter le point, et puis après vous passerez la parole pour intervenir. Donc, il s'agit du règlement général d'occupation et de gestion des salles communales. Voilà, effectivement. Donc ce règlement a beaucoup fait parler de lui parce que précédemment il était marqué que l'occupation des salles était uniquement pour les associations apolitiques et il y avait un problème d'interprétation, etc. Donc on a longuement travaillé pour permettre que les salles communales soient effectivement ouvertes à l'ensemble des partis politiques. Ceci dit, on a quand même supprimé différentes salles. Donc précédemment, dans les possibilités de salles qui étaient mises à disposition, il y avait les salles qui se trouvent dans les maisons communales. Donc ces salles ont été supprimées pour une raison toute simple, question RGPD, on ne peut pas permettre à n'importe qui de se promener dans les maisons communales. Je pense que ça c'est assez clair. Donc nous avons gardé la salle de la bibliothèque, qui est donc ouverte à tout le monde, et la salle de colibri. Alors je précise quand même quand je dis à tout le monde, parce qu'il faut bien s'entendre là-dessus. Oui, c'est effectivement ouvert aux partis politiques. Après, j'ai vu une magnifique pétition qui demandait qu'on mentionne que ce soit ouvert aux groupements citoyens. Je précise quand même qu'il ne s'agit pas d'une salle de fête, et donc on ne peut pas noter dans un règlement qu'on ouvre effectivement une salle communale pour tous les groupes de citoyens. Donc voilà, donc il faut faire vraiment attention aussi à ce qui est dit. En attendant, vu que vous avez très bien tous lu ce règlement, vous avez vu que toute mention de apolitique a été supprimée et que, donc oui, les salles communales sont accessibles. Une petite différence, la salle communale des colibris, donc la salle de gymnastique, est payante. Alors c'est déjà le cas maintenant. En fait, pour avoir accès à cette salle, j'ai ici un joli petit tarif. Et donc on a tout simplement en fait repris le tarif qu'on a mis directement dans le règlement. Comme ça tout le monde est d'accord. Le collège se laisse quand même la possibilité de diminuer ou supprimer le paiement des frais pour une association, par exemple, quand c'est dans un but caritatif. Il n'y a pas beaucoup de sens que le collège aille réclamer un petit peu d'argent pour louer cette salle. Voilà, alors maintenant je vais vous laisser la parole. Donc je vous propose que vous fassiez votre interpellation, et puis après on va, voilà, où vous voulez, vous levez pour, voilà, vous présenter, puis vous nous lisez votre texte que vous nous avez envoyé. Très bien. Ou autre chose. Voilà. Ça va, très bien. Je vous en prie. Et puis après nous en débattrons et on passera au vote. Voilà, bonsoir à tous.
cher président, cher bourgmestre, chers échevines, échevins, conseillères et conseillers communaux. Je me présente devant vous aujourd'hui afin de vous interpeller concernant l'utilisation des locaux communaux pour l'organisation de réunions citoyennes en vue d'associer les citoyens de la Hulpe à la préparation notamment des conseils communaux. Je vous interpelle en ma qualité de citoyen de la belle commune de la Hulpe et en tant que citoyen fortement engagé pour le renforcement de notre démocratie. En ce sens, je suis un sympathisant de la liste des citoyens de la Hulpe qui prône, mais surtout qui met en pratique chaque mois la participation citoyenne dans la gestion du vivre ensemble depuis son élection en octobre dernier. Je partage également avec la liste des citoyens les valeurs d'éthique, de transparence et de participation directe des citoyens à la gestion du vivre ensemble. Les représentants politiques se désolent souvent du manque d'implication des citoyens envers la politique. De plus, le thème de la participation citoyenne s'est initié dans la dernière campagne électorale et tous les partis semblaient favorables à certaines formes d'implication du citoyen. Je ne peux que m'en réjouir. Mais le dire c'est bien, le faire c'est mieux. Pour cela, le monde politique doit créer les conditions indispensables pour la mise en œuvre de la participation citoyenne. À cet égard, une des conditions minimales, à mon sens, est d'avoir un local à disposition pour l'organisation de réunions où les citoyens ont l'occasion de se réunir, de s'informer, de débattre et de délibérer afin de faire société, qu'ils aient une couleur politique ou non. Ce faisant, le monde politique permettrait aux habitants de renforcer leur implication dans la vie de la commune, de renforcer leur citoyenneté, de créer du lien entre eux, mais surtout de les rapprocher du monde politique, qui peut parfois apparaître comme deux mondes complètement séparés. En somme, l'organisation de telles réunions citoyennes est un service d'utilité publique et à ce titre devrait être fortement encouragé, encore une fois, quelle que soit la couleur politique. De facto, l'endroit tout désigné pour ce genre d'activité me semble être un lieu public, appartenant donc à tous. Les salles communales viennent naturellement à l'esprit. Lors des discussions avec les représentants de la liste des citoyens, ils m'ont fait part de leur demande répétée de pouvoir utiliser les salles communales, notamment la salle de la bibliothèque, en vue d'organiser des réunions citoyennes, permettant à les habitants sans couleur de parler de l'avenir de leur village. J'ai été surpris d'entendre que ces demandes ont été refusées sous divers motifs, les deux principaux étant qu'il y avait un certain principe de neutralité, donc un non-souhait de politiser ces salles communales, et le second, il y avait un problème dans la rédaction du règlement pour l'utilisation des salles, sujet à interprétation. Une remarque préliminaire par rapport à ça me venait d'emblée. Concernant le principe de neutralité politique, je lis dans le règlement que les salles sont à disposition du collège communal. Le collège communal n'est-il pas considéré comme une organisation politique? Donc cette exception sans fait. Voici donc les questions reprises dans mon interpellation et portées à votre connaissance par email. Comment se fait-il qu'un règlement d'utilisation des salles communales soit fourni sous format Word, sans date et sans signature, et donc facilement sujet à modification? Comment se fait-il qu'un document incomplet et qui comprend des incohérences ait pu être approuvé par un collège, voire un conseil communal? Deuxièmement, il n'est fait mention nulle part que les mouvements politiques ne sont pas autorisés à utiliser les salles communales. Le fait que le point 15 de l'ancien règlement liste les preneurs pouvant y avoir accès moyennant le simple dépôt d'une caution ne signifie nullement qu'automatiquement les autres preneurs non listés ne peuvent bénéficier de l'usage des salles communales. J'ai fait un tour rapide des règlements d'utilisation des salles communales en région wallonne. Je n'ai trouvé aucune commune qui refuse l'accès au mouvement politique dans leur règlement. Au contraire, les salles communales sont souvent mises à disposition des partis à certaines conditions. Quatrièmement, est-ce qu'une date prévoyant la modification, clarification de l'article 8 est prévue? Quelle est-elle? On la connaît maintenant. Et cinquièmement, dans un souci de transparence, ne serait-il pas judicieux de publier sur le site internet de la commune de la Hulpe le règlement d'ordre intérieur des salles communales, comme c'est souvent le cas dans d'autres communes? Entre l'envoi de mon interpellation et ce jour, j'ai reçu de la part de M. Godefroy le nouveau règlement d'ordre intérieur des salles communales, dans lequel les points sujets à interprétation auraient été clarifiés. Je me réjouis que ce travail ait été entrepris. Cependant, il reste un certain flou quant à l'utilisation des salles communales pour les partis, mouvements politiques. En effet, le règlement ne les interdit pas, mais ne les autorise pas non plus dans l'article 13 qui reprend les organisations autorisées à occuper le local.
ce qui laisse un pouvoir arbitraire au collège communal de décider ou non de la mise à disposition des salles. Selon moi, la liste exhaustive reprise à l'article 13 est beaucoup trop restrictive, et si la volonté du collège est de rendre disponibles ces locaux au mouvement politique, cela devrait être stipulé explicitement et sans ambiguïté. Je ne doute pas que vous serez sensible à ma requête et adapterez donc le règlement afin que les réunions citoyennes, qui permettent de renforcer la démocratie locale, soient autorisées explicitement dans le règlement des salles communales. Je vous remercie pour votre attention et votre disponibilité. Merci. Si un membre du collège veut réagir. Merci beaucoup. Si je comprends bien, en fait, vous aimeriez qu'on rajoute clairement dans le règlement autorisé aux partis politiques. Tout à fait, oui. Voilà, si ce n'est que ça. On peut le faire, mais honnêtement, de toute façon, on ne peut pas l'interdire. Donc, c'est d'office, vous y avez droit. Tout groupe politique y a droit. Mais peut-être, enfin, je veux juste dire, en fait, je pense qu'il y a un peu un quiproquo qui vient de là, c'est qu'en fait, la législature précédente, et même déjà depuis très longtemps, il y avait un modus vivendi entre les groupes politiques en disant qu'en fait, personne ne demandait les salles communales. Voilà, c'était un point de vue, on peut discuter, mais on disait, voilà, il faut que les salles communales restent des endroits relativement neutres, parce que, voilà, les débats politiques sont tout à fait légitimes, enfin, je trouve que c'est très important que les citoyens discutent entre eux, ils doivent se faire dans des sphères qui ne sont pas les salles communes. Mais donc voilà, l'évolution étant mieux, je dirais des choses, c'est que de plus en plus de citoyens ont envie de se réunir, et le collège soutient tout à fait ça. Donc on a clarifié, et donc on a mis à disposition la salle de bibliothèque qui se prête vraiment bien, je crois, une salle tout à fait agréable, qui est voilà, facilement accessible, du parking, etc. Et qui est mise à disposition gratuitement. Donc c'est important de le savoir. Par contre, donc, la salle de l'école communale, dans la mesure du possible, on vous demande quand même de, voilà, vous pouvez à ce moment la demander, de ne pas, je dirais, faire en sorte que l'école soit politique, donc il faut faire ça, je dirais, avec une certaine, voilà, un certain bon sens. Et là, en fait, honnêtement, ça nous coûte, c'est-à-dire qu'il faut, chaque fois, il y a des frais de conciergerie, il y a des frais de nettoyage, parce que c'est une grande salle, donc dès qu'on se réunit, voilà, il faut enlever le matériel qui y est, il faut en remettre. Hein, voilà, c'est une salle de gymnastique, donc s'il y a une réunion, il faut éventuellement mettre des tables, des bancs, il y a l'occupation des toilettes, etc. Je m'excuse pour le détail, mais donc là, on demande une participation financière. On a simplement dit, voilà, si le Télévis, pour citer quelqu'un, demande la salle, ben, évidemment, ben, la commune voilà, le donnera gratuitement parce que la participation de la commune est active. Donc si vous voulez être rassuré, on peut le mettre, mais à la limite, enfin, je veux dire, voilà, on peut affirmer ici solennellement que la règle, c'est que les groupes politiques y ont accès. Ce qu'on a discuté entre nous, c'est comment faire en sorte que ça reste quelque chose de juste entre les partis politiques et que quelque part, les réunions politiques n'empêchent pas aussi simplement le déroulement des activités. Donc, au départ, c'est une salle pour les bibliothèques, les activités culturelles, et donc on a limité l'occupation pour les groupes politiques à, je crois, 12 fois par an. Voilà. Pour que ce soit raisonnable, voilà, si on a un calendrier, donc il y a quelqu'un de tout à fait neutre qui gère le calendrier. Donc voilà, c'est Madame Nadia Galegretti. Donc vous pouvez prendre contact avec elle. La salle dit qu'il n'y a pas de problème. Voilà. Donc c'est un équilibre, je pense, aussi. Se dire, on ne peut pas devenir simplement non plus un lieu, vous voyez, de mise à disposition de salles de temps, parce que ça demande vraiment beaucoup d'attention, de suivi à différents niveaux, la disposition des clés, etc. Enfin, voilà, ouais, non, je rappelais que c'est effectivement une sorte de règlement, de gentleman agreement entre les partis politiques depuis toujours. Avant, quand je suis arrivé en 1994, c'était déjà le cas. On ne pouvait pas se réunir. Et donc, moi, j'ai toujours connu le PRL à l'époque et le MR à réserver, à payer des salles, notamment quand on doit à l'ONE. On paye nos salles pour faire nos réunions qui sont purement politiques. Donc, pour moi, il n'y a pas de raison. Et une fois pour toutes, la liste des citoyens, c'est un parti politique.
même si ce sont des citoyens qui se réunissent, c'est un parti politique qui est représenté au conseil communal. Et donc, quand on se présente à une élection, on devient un parti politique, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. On rentre dans le camp des méchants, des gens qu'on pointe et qu'on vise en permanence. Donc, voilà, donc, mais on est un parti politique. Donc, et si tous les partis. On a combien de partis autour de la table? 1, 2, 3, 4, 5, enfin, 4 ou 5, ça dépend. Bruno est dedans, pas dedans, ça dépend. Ça dépend. Alors, voilà. Mais donc, si déjà 12 fois chacun, c'est 60 dates, c'est 60 possibilités de réunion. Mais moi, je rappelle qu'on n'a pas pléthore de salles dans la commune. Malheureusement, avec les nouvelles règles RGPD, la maison communale n'est pas construite pour isoler les parties administratives, etc. Donc on préfère limiter les événements qu'il y a dans la salle du conseil et qu'il y ait une surveillance, mais on ne peut pas mettre quelqu'un qui surveille parce que si quelqu'un se balade, prend une information, ben, on peut avoir des problèmes, par la suite. Donc la maison communale, malheureusement, elle doit rester un petit peu isolée pour le moment, en tout cas, sauf si on trouve des solutions pour l'organiser autrement. Mais il y a aussi beaucoup d'associations qui utilisent ces salles. Donc, moi, je trouve que la priorité doit aller aux associations culturelles et autres qui occupent cette salle de la bibliothèque. Maintenant, si ça peut être utile de temps en temps, voilà. Mais moi, je considère, en tout cas, en ce qui concerne l'EMR, nous, on continuera à faire nos réunions ailleurs parce qu'on considère que le bâtiment public n'est pas fait pour recevoir des activités politiques. Donc, si le règlement l'autorise, tant mieux pour ceux qui veulent l'utiliser.